que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Mandat d'arrêt international. Mandat d'arrêt international. Quelle erreur stratégique, monumentale et fondamentale du camp néocolonial, qui, encore une fois, a visiblement quelques coups de retard, pensant naïvement que leur mandat d'arrêt aura une incidence sur ma personne, comme si nous n'avions pas déjà pris, depuis un certain temps, nos précautions dans ce combat géopolitique que nous menons contre les esclaves dociles de la plantation néocoloniale, néolibérale. Alors, il est important déjà de contextualiser la situation, sans quoi personne ne comprendra de quoi il en retourne. Je suis issu d'un pays qui se nomme le Bénin. Pays qui, depuis 2016, a été pris en otage par un prédateur économique absolu, qui dirigeait déjà économiquement le pays depuis très longtemps, car il s'était accaparé toutes les ressources de l'État, pendant que la majorité de la population vivait déjà dans des difficultés. Quand il a accédé au pouvoir, il est rentré dans une démarche de vendetta. N'oubliez pas que lui-même avait subi et vécu un mandat d'arrêt international en octobre 2012 pour tentative de coup d'État contre le président de l'époque, Yahya Boni, d'accord, et tentative d'empoisonnement et d'assassinat contre ce même président. Quand il est arrivé au pouvoir en 2016, Patrice Talon est rentré dans une vendetta politique et dans une accentuation du processus de spoliation des ressources de l'État, de prédation économique absolue, d'injustice sociale qu'il a érigée en religion, d'exclusion systématique de toute force d'opposition des scrutins majeurs aux élections. Au présidentiel, depuis que Talon a pris le pouvoir, il n'a jamais accepté que l'opposition puisse se présenter. C'est très important que l'on puisse quand même le rappeler. Patrice Talon a fait assassiner en 2019 et 2021 des centaines, plusieurs centaines de Béninois qui ne demandaient qu'une chose, le droit de pouvoir voter pour qui ils voulaient et non pas pour des candidats que le président Talon leur imposait. Parce que le peuple béninois souffre dans cette injustice sociale. Alors Talon, un petit peu comme le dirigeant d'une boîte, c'est d'ailleurs comme ça qu'il fonctionne avec son pays, c'est quelqu'un qui présente une belle vitrine à l'extérieur, pendant qu'à l'intérieur, il persécute ses employés. Un petit peu comme les employés des grandes multinationales occidentales, qui sont souvent des Philippins, ou des Africains, ou des gens qui vivent dans une précarité extrême, et à l'extérieur, on vous vend des beaux produits, on vous dit que tout va bien. C'est exactement la même chose avec le Bénin. Il ne vit pas et il ne considère pas, il ne dirige pas le Bénin comme un président qui protège ses concitoyens. Il dirige le Bénin en voyant la population comme ses sujets, d'accord, ses soumis, qui doivent faire ce qu'il dit, se taire, sans quoi ils seront assassinés ou incarcérés en masse, comme c'est le cas depuis sa prise de pouvoir, ou poussés à l'exil. C'est la réalité des faits, et vous et moi le savons. Talon, en plus de tout ce que je viens d'énoncer, a fait récemment un coup d'État constitutionnel. Il a violé la Constitution, même s'il a payé les hautes juridictions pour qu'elles présentent un semblant de légalité à son coup d'État constitutionnel, en créant un Sénat sans référendum composé de gens non élus, qu'il va diriger, soit par un prête-nom, soit directement, et qui lui permettra de diriger comme une sorte d'ayatollah néocolonial, ayatollah de la France-Afrique, à la tête du Bénin. Il dirigera le prochain président et il dirigera l'Assemblée nationale via son poste au Sénat. Il a prolongé le mandat électif de ses pions, sans l'aval de la population. Et il accentue le processus plus que jamais d'injustice sociale en étant désormais dans une logique de, comment dirais-je, d'expression ostentatoire de leur richesse pendant que la majorité de la population vit dans la précarité économique, la précarité sociale et la précarité politique. Il a interdit les manifestations de la population. Plus de manifestations syndicales ne sont autorisées, sauf quelques-unes par exception si elles sont dirigées par des gens du camp Talon. Et vous pensez que quand vous agissez de cette façon, depuis bientôt 10 ans, qu'est-ce qui va se passer au sein de la population? Il y a un proverbe qui dit que celui qui engendre un coup d'État constitutionnel connaîtra en récolte un coup d'État militaire. C'est exactement ce qui s'est passé le 7 décembre. Vous avez poussé, président Talon, le bouchon beaucoup trop loin. Parce que vous pensez que comme vous terrorisez beaucoup de Béninois, tous les Béninois allaient se taire. Mais non. On l'a vu dans les groupes WhatsApp. Utilisation record de WhatsApp le matin 7 décembre du coup d'État. La majorité des Béninois pleuraient à chaudes larmes de joie, et vous le savez, du coup d'État qu'ils pensaient réussir. Et lorsque Emmanuel Macron vous a sauvé en vous tirant par le caleçon, votre maître, ce même Macron que nous combattons, que nous avons réussi à chasser de différents endroits et que nous chasserons du Bénin prochainement, c'est une promesse que je vous fais en même temps qu'on vous chassera vous, ce Macron, en vous sauvant, a fait en sorte que justement l'opération de restauration de l'État qui a été opérée par le militaire, le colonel Tigri, a échoué. Mais je vous l'ai dit lors de ma dernière allocution,
que si vous ne vous remettez pas en question, si vous ne rentrez pas dans une logique d'introspection, si vous ne convoquez pas des assises nationales, parce que quand tant de gens dans votre pays sont en colère vis-à-vis de vous, on arrive à vous haïr face à l'injustice sociale qui est devenue une religion que vous appliquez au Bénin. L'injustice sociale, tous les privilèges pour votre petite casse qui vit la vie de rêve au Bénin, à Cotonou, qui vit une vie de Miami, comme ils aiment le dire dans les réseaux sociaux, pendant que la majorité de la population, elle, n'arrive pas à joindre les deux bouts. Vous parlez tout le temps de croissance à l'extérieur. Oui, il y a une croissance, entre guillemets, économique, via différents truquements que le professeur Mamadou Koulibaly explique très bien en ce qui vous concerne. Mais cette croissance économique bénéficie à qui? Elle bénéficie à votre caste prédatrice et pas à la majorité de la population. Quand les gens sont étouffés économiquement, paupérisés, interdits de parler pour se plaindre en allant manifester, interdit de pouvoir voter, qu'ils voient sous leurs yeux sans pouvoir réagir, que vous faites un coup d'état constitutionnel, vous prolongez les mandats électifs de vos éléments. Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver? Je le dis et je le répète, ce qui s'est passé, je l'ai félicité, parce que quand quelqu'un fait un coup d'état constitutionnel, je me donne le droit de féliciter ceux qui vont empêcher ce coup d'état constitutionnel. Je le dis avec froideur. Soit on empêche les coups d'état constitutionnels, soit on ne pourra pas empêcher la répétition. Et c'est ce qui va se passer. Des coups d'état militaires, qui sont en réalité des opérations de restauration de l'État dans ce cadre-là. Patrice, tu as lancé un mandat d'arrêt contre nous, mais tu es tombé sur le mauvais noir. Je te le dis avec simplicité. Tu ne pourras jamais nous arrêter. Et quand nous allons nous rencontrer, tu seras aux arrêts. Et nous reviendrons sur la terre de nos aïeux. Et nous serons dans une démarche de communier avec notre population. Enregistre bien ce que je dis, parce que c'est ce qui va se dérouler. Tu es tombé sur le mauvais noir, Patrice. Tu es l'esclave docile de la plantation néocoloniale et néolibérale. Je suis un des esclaves rebelles de cette plantation néocoloniale, de cette plantation néolibérale. Macron claque des doigts et vous fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'en retour, quand vous êtes en danger, ils viennent vous sauver. Mais ton maître ne pourra pas te sauver éternellement. C'est une question de souveraineté, Patrice. Nous n'avons aucun maître. Aucun. Si ce n'est Dieu. Ce combat, on va le mener jusqu'au bout. Et vous ne pourrez pas nous stopper. Par amour de notre peuple, en l'honneur de nos aïeux méritants, et par soumission à la rectitude, à la justice, dimension dans laquelle nous sommes installés depuis longtemps, nous irons au bout de ce combat. Et tu ne pourras pas nous stopper. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Il y avait des esclaves rebelles. Il y a des esclaves rebelles aujourd'hui. Il y avait des esclaves dociles hier. Il y a des esclaves dociles comme toi aujourd'hui. Nous verrons, à la fin, qui va gagner ce combat. À très vite. En ce soir du 10 décembre 2025, je tiens à vous livrer, chers amis, frères et sœurs d'Afrique et d'ailleurs, le fruit de mes réflexions, qui viennent après mes multiples interventions médiatiques durant cette année 2025, marquée par des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et au Cameroun, et par des coups d'État militaires dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Ce constat, je le fais, croyez-le bien, en toute sincérité et en accord avec le tribunal de ma conscience. Dussé-je reconnaître mes erreurs et dénoncer certains comportements. D'abord et en priorité, les élections en Côte d'Ivoire. Le lundi 8 décembre 2025, devant un parterre de chefs d'État et de personnalités de divers pays, M. Alassane Dramane Ouattara, élu le 25 octobre 2025, a prêté serment de président de la République. Je rappelle tout simplement que c'était son 4e serment. Lui qui ne devait en faire que 2. Ne nous voilons pas la face. L'homme élu le 25 octobre 2025 a réussi son tour de force, cela en violation totale de la démocratie qui a été littéralement piétinée. Le voici de nouveau pourtant à la tête de ce grand pays, malgré un taux de participation des plus faibles, malgré l'opposition résolue de tous les leaders de l'opposition interdits de candidater, malgré un viol manifeste du texte constitutionnel qui interdit un 3e et un 4e mandat, et malgré, enfin,
une hostilité massive du peuple ivoirien qui a voulu manifester cette hostilité à travers des marches qui toutes furent interdites, sauf celle du 9 août qui a rassemblé dans la capitale ivoirienne et ailleurs dans le pays des millions de personnes. Et ce fut pourtant une manifestation des plus pacifiques. Mais le pouvoir a pris peur. C'en était trop au regard du pouvoir exécutif. On n'allait pas permettre d'autres manifestations de cette envergure. Hélas, des patriotes sont tombés et sont morts, victimes des tirs des forces de l'ordre, et des blessés furent comptés par centaines. Il nous faut leur rendre hommage et reconnaissance. D'autres patriotes ont été arrêtés, malmenés, molestés et emprisonnés pour atteinte à l'ordre public. Ce fut la raison invoquée par les autorités. Le jeu démocratique a été empêché et interdit par le pouvoir que ce 8 décembre 2025, la présidente de la Cour constitutionnelle a eu, oserais-je dire, l'impudence de le déclarer légitime et légal, qu'il me soit permis d'en douter. Nous autres opposants résolus à empêcher un 4e mandat du président sortant, nous devons admettre que nous avons perdu et que tous nos schémas et calculs pour empêcher ce 4e mandat ont été battus en brèche. Le souffle de la contestation s'était brusquement arrêté à quelques jours du scrutin. Pourquoi? Je me pose encore la question. Je me range en priorité parmi les perdants, car tant de fois j'ai fait entendre ma voix pour dénoncer cette tentative de 4e mandat, et parfois en m'adressant directement au président sortant. Que de fois je lui ai demandé, force supplique, d'accepter que tous les candidats soient autorisés à se présenter le 25 octobre. Tout fut refusé et rejeté. Il lui fallait gagner à tout prix. Ce fut une élection faite sur mesure pour le candidat sortant, qui n'avait plus comme adversaire que des candidats de second rang, pour ne pas dire de 3e rang. Il n'est que de regarder les résultats pour s'en convaincre. Mais, la grave question se pose de savoir pourquoi nous avons échoué. Là où quelques milliers de jeunes malgaches, la Next Gen, avaient réussi à faire tomber leur président dictateur et prédateur et l'obliger à fuir le pays. Le peuple ivoirien, ivre de liberté et étouffant dans un carcan d'autoritarisme, avait besoin d'autre chose que nous ne lui avons pas donné. Il avait besoin de notre part, d'une détermination totale qui n'aurait souffert et n'aurait accepté aucun frein à la liberté. Le salut du peuple ivoirien ne pouvait pas venir de simples déclarations, de simples prises de décision ou de centaines de TikTok annonçant la fin du régime, tant honni et des lendemains heureux. Je bats ma culpe et je dis ma tristesse et ma rage d'avoir perdu. Nous avons perdu, frères et camarades opposants, et le peuple de Côte d'Ivoire a perdu. C'est là notre faute. Je m'adresse à vous, Laurent, Pascal, Tidiane, et vous autres opposants. Nous avons perdu, car nous n'avons pas livré le combat ultime. Nous avons perdu faute de combattre. Nous étions assurément les meilleurs, et nous avons perdu. Et pourtant, nous avions la chance suprême d'avoir à notre tête Laurent Gbagbo, que j'ai appelé le Messie. Et malgré sa présence, nous avons perdu. Sur ce terrain de la désolation et de l'échec,
Je perçois maintenant, et de plus en plus, ce qui nous a manqué. Il nous a manqué un vrai guerrier à nos côtés, un homme qui a fait ses preuves comme Premier ministre et comme président de l'Assemblée nationale, un patriote dont le courage est reconnu, et ce guerrier a un nom, Guillaume Soro. Le pouvoir le sait si bien, qui n'a de cesse de le rechercher, de le pourchasser, de le combattre et de le menacer. L'exil de Guillaume Soro sous la menace du danger permanent prendra fin un jour par la grâce de Dieu. Leader de l'opposition si cher à mon cœur, j'ose vous comparer aux chevaliers de la table ronde. Dans ce combat que nous avons momentanément perdu, il nous a manqué un chevalier qui a pour nom Perceval. Oui, mon frère Guillaume Soro, ton humilité est connue de tous et surtout de moi. Tu es Perceval. Tu nous as tant manqué dans cette bataille pour l'instant perdue. Je ne désespère pas qu'on la gagnera un jour. L'étude et la compréhension de l'histoire du monde sont pour moi un baume d'espoir. Les peuples, même les plus opprimés, finissent toujours par triompher. C'est ce que l'on appelle, d'après Hegel, le déterminisme historique. Une consolation, fût-elle faible, en ce jour de prestation de serment du président de la République de Côte d'Ivoire, le 8 décembre, c'est que le président de la République française n'est pas jugé utile d'y être présent. Le ver est dans le fruit, et cela s'appelle tout simplement un camouflé. Le père de la nation ivoirienne, le sage, le doyen, le glorieux et inoubliable Félix Houphouët-Boigny a dû se retourner dans sa tombe. Pour ce qui est des élections au Cameroun, là aussi tous les pronostics ont été déjoués. C'est le jeune patriarche de 92 ans, Paul Biya, qui a été élu pour un 8e mandat, ce qui en fait le plus vieux président du monde. Pauvre Afrique, j'ai de la peine pour toi. La défunte reine Élisabeth II d'Angleterre et du Royaume-Uni peut dormir tranquille. Son règne de 70 ans ne sera jamais battu. Mais prions pour la jeunesse camerounaise, si ardente, si intelligente, si déterminée pour faire progresser le pays. C'est que tôt ou tard, le peuple camerounais saura trouver son vrai président. Mais au prix de combien de malheurs et de combien de troubles. Enfin, il est à constater que les régimes militaires se multiplient en Afrique de l'Ouest. Après le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Guinée, voici que depuis quelques jours, la Guinée-Bissau est gouvernée par une junte militaire. Et il y a 4 jours, le Bénin a échappé de justesse à un coup d'État militaire. Et nous savons tous, le secret est éventé, dans quelles conditions. Là aussi, le ver est très profondément dans le fruit. Je n'oublie pas le Gabon, qui est gouverné par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a mis fin au règne autocratique et prédateur d'Ali Bongo Ondimba. Mais le pouvoir lui a plu, et le voici à la tête de ce beau pays, de ce pays que j'aime tant. Je ne suis pas de ceux qui condamnent l'intervention des militaires dans le jeu politique. Voici quelles en sont les raisons. La faillite du pouvoir civil, la dérive autocratique des dirigeants, la corruption,
l'accumulation inacceptable de richesses entre les mains de la classe dirigeante, le népotisme aveugle et le décalage immense entre les très riches et les très pauvres sont bien souvent les raisons de l'éruption des militaires sur la scène politique. Je vous ai livré, frères et amis, le fruit de mes réflexions. Il est temps de vous en remercier, mais je reste résolument confiant dans l'avenir de ce beau continent, où je suis né et où je rejoindrai mes parents, enterrés au Sénégal, lorsque le Tout-Puissant me rappellera à lui. Je vous remercie.